Bonjour Delphine. Bonjour Angèle. Plus précisément, maître Delphine Julien Boudard, tu es notaire en Ille-et-Vilaine et tu as accepté, et je t'en remercie, de nous parler du viager. Je t'en prie, exactement. Et je te propose déjà de nous donner une définition. Alors effectivement, la vente en viager, c'est une vente, c'est un contrat, comme un contrat de vente classique. C'est un contrat qui est aléatoire par contre. C'est ce qui fait toute la substance de cet acte-là, cet aléa. Donc le vendeur vend son bien à un acquéreur qui lui verse un capital. Qu'on appelle bouquet. Exactement. Et une rente viagère, qui est une somme d'argent qui sera versée au vendeur périodiquement. En général, c'est mensuel, mais ça peut être trimestriel, semestriel, voire annuel. D'accord, ça peut être une rente qu'on verse une fois par an. Exactement. D'accord, pas forcément. D'accord. C'est comme un loyer. C'est ça, c'est comme un loyer. D'accord. Donc on a un bouquet qu'on verse à la signature. C'est le capital en fait, une somme en capital qu'on verse dès la signature de l'acte de vente. Ce montant-là, il est souvent pas très élevé. Il est calculé en fonction de l'âge. C'est ça, en fait. La répartition entre le bouquet et la rente, tout ça, c'est un calcul qui se fait en fonction de l'âge du vendeur. Alors de l'âge du vendeur, de son sexe, si c'est un homme ou une femme, c'est différent. Donc on a une espérance de vie qui est différente en fonction d'être un homme ou une femme. Donc ça, c'est des barèmes qui nous donnent ces montants-là. Et ensuite, c'est calé sur la valeur vénale du bien. D'accord. Et donc on peut moduler cet équilibre entre la rente viagère et le capital, et le bouquet. D'accord. On a des situations personnelles qui font qu'on a besoin d'un capital plus important, d'un bouquet plus important, notamment quand on vend un bien et qu'on est soi-même redevable envers la banque. Si on a un capital restant dû, on peut grossir un petit peu le capital. On rembourse notre banque grâce à ce capital. D'accord. Si on n'a plus de crédit, on peut vouloir donner à ses enfants, transmettre. D'accord. Et donc le capital est plus important, donc on peut déjà transmettre cet argent-là à ses enfants. Alors qui choisit ça? Qui choisit le montant qui choisit la répartition? Les parties. Entre le bouquet et la rente. Les parties, c'est totalement libre. Exactement. D'accord, c'est une négociation. Exactement. D'accord. En fonction du pouvoir d'achat de l'acquéreur, qui va négocier plus ou moins une rente importante, et le vendeur aussi ses besoins. S'il a besoin de bénéficier d'une rentrée d'argent plus importante mensuellement, parce qu'il a besoin d'une aide ménagère, il a besoin d'augmenter ses revenus, il peut vouloir prendre une rente plus importante. Et éventuellement, il peut y avoir aussi un couple qui vend. Le conjoint va avoir besoin, alors celui qui va rester à une retraite plus petite, plus modeste, on peut avoir une clause de réversion de rente et la rente peut être dans ces cas-là plus importante. D'accord. Pour protéger le conjoint. Cette répartition qui se fait entre le bouquet, la somme qu'on va verser le jour de la signature de l'acte, et cette rente qu'on va verser tous les mois, ce montant global réparti, ce montant-là, cette valeur-là, c'est la valeur de quoi? C'est la valeur du bien? Donc quand on prend une valeur vénale, effectivement, c'est la valeur du prix du marché, à laquelle on va soustraire le droit d'usage et d'habitation. D'accord. Le droit d'usage et d'habitation, c'est l'avantage qu'a le vendeur à rester dans son bien, et du coup l'inconvénient pour l'acquéreur de ne pas pouvoir louer son bien à qui il veut. D'accord, ça c'est calculé comment? C'est un barème? C'est un barème, exactement, c'est un barème. Et donc on va avoir cette valeur vénale en fonction de l'âge du vendeur, on va calculer en fait ce droit d'usage et d'habitation, qui est calculé de manière fiscale, et on va déduire cette valeur-là. D'accord, voilà, ça nous donne le prix de vente. Exactement. Ça nous donne le prix de vente, et ce prix de vente, après, il y aura une négociation entre les parties pour répartir le bouquet d'une part, la rente d'une autre part. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages à avoir recours à une vente en viager, que ce soit pour le vendeur ou pour l'acquéreur? Alors, il y en a plusieurs, effectivement. Pour le vendeur, notamment, c'est rester dans son lieu de vie, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a économisé toute sa vie pour être dans un bien qu'il a choisi, qu'il ne veut pas quitter, il ne veut pas aller en maison de retraite, voilà. Et en fait, il peut rester dans ce lieu de vie. La deuxième chose, c'est qu'il peut augmenter ses revenus. C'est-à-dire qu'il peut avoir, pour éviter de partir de chez lui, simplement un complément de revenu qui va lui permettre de faire face à la dépendance qui va arriver. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Il y a la baisse des retraites. Oui, c'est ça. Voilà, la baisse des pensions de retraite qui peuvent être plus ou moins importantes, plus ou moins impacter les gens. Plus des besoins supplémentaires en aide à domicile, voilà, pour éviter justement ce départ de chez soi. Et ça permet d'augmenter ses revenus par rapport à ça. Ça peut être un complément de revenus tout en restant chez soi. Exactement. Donc on a ce confort de vie, cette sécurité, ce cocooning, on va dire, ça rassure aussi les gens de ne pas partir de chez eux. Voilà. Et ça c'est vrai, plus on vieillit et moins on a envie de partir de chez soi. Voilà. Donc ça c'est une vraie raison psychologique qui est hyper importante. Et en plus fiscalement on récupère des revenus, financièrement on récupère des revenus complémentaires sans effort particulier de placement ou de quoi que ce soit.
D'accord. Pour le conjoint, est-ce que c'est une façon de protéger son conjoint aussi? Alors, oui, pour quelqu'un qui serait propriétaire d'un bien en nom propre pour le coup? Oui, ça peut être ça. Alors ça peut être sur la tête des deux vendeurs, mais effectivement ça peut se négocier ça dès l'origine, donc dès l'avant-contrat, on peut prévoir une clause de réversion sur la tête du conjoint. D'accord. Et donc on peut protéger son conjoint. Alors même s'il y a des pensions de réversion qui peuvent être versées sur la tête du conjoint de manière classique, dans une caisse de retraite classique, il se peut qu'on ait une union qui soit plus courte où on a une pension de réversion qui soit pas très importante. Ouais. Et ça permet effectivement de compléter ce revenu d'une pension plus modeste. Oui. Voilà, et de laisser la personne chez elle aussi. D'accord. Pour ça. Ok. Pour les acquéreurs? Alors les acquéreurs, c'est plusieurs choses. Et la primordiale, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de recours à un crédit. C'est ça. C'est-à-dire que la banque, ça va être le vendeur. On lui verse en fait un emprunt, on lui reverse une redevance voilà, tous les mois par rapport à ça. Donc il ne faut pas oublier quand même que l'acquéreur doit avoir ce pouvoir d'achat. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il ait des revenus. Et des ressources, voilà, des ressources différentes. Alors après, c'est des ressources qui peuvent être extraordinaires, enfin, là, qui ne sont pas dites classiques et qui permettent de ne pas faire appel à un crédit. Voilà, et là, du coup, moi, je pense à tous ces investisseurs qui voudraient pouvoir emprunter, mais qui n'ont pas le CDI tant recherché que la banque exige pour accorder, la plupart du temps, 95%, voire 19% du temps, pour accorder un crédit bancaire. Finalement, là, c'est une façon d'avoir accès à l'investissement immobilier, de pouvoir se créer un patrimoine, en tout cas d'avoir au moins un bien qu'on va pouvoir acquérir sans avoir recours à un prêt, en ayant par contre des revenus qui permettent de faire face au paiement de la rente mensuelle ou annuelle, etc. Quoi qu'il arrive, c'est quand même un investissement. Oui. Donc il faut pouvoir mettre en face de quoi payer cette rente-là. Et je rebondis sur ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça permet aussi à des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont eu des problèmes de santé importants, en fait, que les assurances ne couvrent pas ou couvrent à un coût vraiment très élevé. C'est ça, c'est vrai. Ou que les banques ne suivent pas, avec des montages un peu compliqués, de faire simplement cette démarche sans ce crédit bancaire. Oui. Après, ça n'exclut pas le crédit bancaire. On peut aussi faire un crédit bancaire pour notamment payer le bouquet. Seulement ça. C'est intéressant aussi pour les expatriés, non? Pour les personnes qui vivent à l'étranger et qui... de pouvoir investir en France. Dans la pierre, sans être pressé ou sans avoir forcément un aléa ou vouloir habiter dans la résidence principale. En France, on va dire qu'il y a environ 3/4 des gens qui veulent être propriétaires de leur résidence principale. Donc, en attendant de pouvoir en profiter, effectivement, les gens qui sont expatriés ou qui ont des professions qui bougent beaucoup, où ils n'ont pas l'occasion d'acheter un bien, évidemment, à chaque fois qu'ils vont changer de mission ou autre, même en France, sans parler d'expatriation, ça permet d'avoir cet aléa qui n'est pas gênant en soi, en fait, de ne pas s'installer tout de suite, mais de prévoir par exemple un appartement dans une ville qui bouge pour ses enfants dans 15 ans, dans 20 ans pour le petit dernier, qui va déjà être un investissement locatif, avec quelqu'un d'âgé qui vit dedans pour l'instant, qui l'entretient, et on peut placer l'enfant voir la résidence pour sa retraite, voir le fait de financer sa résidence, sa future résidence pour le retour en France pour la retraite. Exactement, sans être lié justement par cette durée. Voilà, c'est-à-dire que cet aléa ne devient pas un inconfort. Ça devient juste une modalité de la vente, comme autre chose. Ok, d'accord. On vient de parler de l'avantage de ne pas avoir besoin d'avoir recours au prêt bancaire. Il y a d'autres avantages pour l'acquéreur, notamment le fait que le bien soit occupé, donc il n'y aura pas de dégradation immobilière puisqu'il est occupé par le propriétaire, pas par le propriétaire parce qu'il ne l'est plus, mais en tout cas par la personne qui a vécu toute sa vie en tout cas beaucoup d'années dans ce bien-là, donc qui a envie d'en prendre soin, donc c'est un bien qui va s'entretenir et qu'on sera sûr de récupérer, en tout cas en bon état. Voilà. Il n'y a pas de vacances locatives. Non, exactement. Il n'y a pas de recherche locative, il n'y a pas de vacances locatives, il n'y a pas d'aléas effectivement liés à l'emprunt qui fait qu'on n'a pas de locataire, on ne rembourse pas l'emprunt, donc ça peut être compliqué. Donc ces deux avantages-là se cumulent aussi. Pas d'emprunt bancaire, pas de dégradation, pas de vacances locatives, pas d'impayés. Non. C'est presque un investissement idyllique. Tranquillité, un confort. Donc effectivement, pour quelqu'un qui peut se permettre de payer une rente tous les mois, c'est un investissement qui en tout cas est très sécurisé. À part l'aléa de la durée. Ça fait peur aux gens. On ne maîtrise pas. Et c'est ce qui fait peur aux gens, effectivement. Mais statistiquement, ce n'est pas des durées de versement de rente qui seront au-delà des remboursements d'emprunt qu'on fait aujourd'hui, qui sont sur 20 ans, 25 ans. Donc c'est des durées qui seront tout à fait acceptables, calquées sur une durée d'emprunt, voire plus petite en fait qu'une durée d'emprunt. Oui,
C'est un pari. Exactement. C'est un peu un pari. Mais c'est un investissement comme un investissement qu'on aurait d'investissement financier. C'est aussi, si on veut que ça rapporte de l'argent, donc forcément la pierre, c'est quand même un fondement de l'investissement français, parce qu'on veut investir beaucoup dans la pierre, et pas que dans les finances. En bourse, un investissement qui rapporte de l'argent, c'est un investissement qui est risqué. Donc forcément, il y a toujours un risque. Voilà. C'est l'aléa, c'est aléa-là, le risque. Après, il y a une question beaucoup qu'on soulève d'éthique. C'est-à-dire qu'on parie, entre guillemets, sur le décès de quelqu'un pour récupérer un bien. Alors, il faut le voir un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aide aussi quelqu'un à ne pas être dépendant. C'est-à-dire qu'on le laisse vivre sa vie, pas sa fin de vie, mais en tout cas les dernières années de sa vie. Dans de meilleures conditions. Exactement, donc il est chez lui, il est rassuré, il a un complément de revenu, et il ne partira pas de cette maison avant d'en avoir décidé lui, soit sa santé décide pour lui et il s'en va, et ça peut être effectivement recalculé, la rente peut être recalculée pour ce cas-là. D'accord. Et à défaut, il vivra ses jours paisiblement dans sa maison. D'accord. Donc voilà, l'intergénération fonctionne, c'est-à-dire que les plus jeunes vont payer la dépendance des plus âgés qui ont des retraites qui sont plus, qui se réduisent ou voilà, qui permettent de rester chez soi. D'accord, ok. En termes de fiscalité, donc il y a des choses un petit peu différentes d'une vente classique. Bon, déjà il y a le bouquet qui a été payé lors de la vente. Bon, c'est la fiscalité classique d'une vente. Exactement, c'est la fiscalité classique d'une vente. C'est-à-dire que les choses qu'on doit payer dans une vente, c'est l'impôt de mutation qui est payé, comme l'indique le Code civil, par l'acquéreur. Et du côté du vendeur, on a l'impôt sur la plus-value. Principalement, les ventes en viager, c'est les résidences principales. Aujourd'hui, en France, on est exonéré d'impôt sur la plus-value sur la résidence principale. Donc, c'est la même chose. Donc, le vendeur, là, il n'a rien à débourser. D'accord, par rapport à l'argent qu'il touche. Il n'a rien à verser. Sur le bouquet, d'accord. Sur la rente, c'est autre chose. Ça rentre dans ses revenus, c'est un autre point. Du coup, là, on parle des revenus fonciers dans ces cas-là. Ça génère aussi des revenus fonciers. Oui, exactement. Ça génère des revenus fonciers. D'accord. Pour l'acquéreur au moment de la mutation, il paye les droits de mutation ordinaires, mais sur une valeur amoindrie, puisqu'on n'est pas sur une valeur vénale, on est sur une valeur vénale sous déduction du droit d'usage et d'habitation que conserve le vendeur. Donc on va en fait payer les droits de mutation, les impôts de mutation qu'on paye sur toutes les mutations en France. Quand on achète un bien, l'acquéreur paye des droits de mutation, et en fait cette base taxable-là va être amoindrie. Donc on va payer beaucoup moins cher. Donc on évalue, j'explique de façon plus simple, on évalue en fait l'avantage que procure le fait de pouvoir rester dans son bien immobilier pour le vendeur. On évalue pour le vendeur cet avantage-là en numéraire pour le déduire de la valeur du bien. C'est ça. On a estimé la valeur du bien et on déduit de ce montant-là une somme qui équivaut à l'avantage que lui procure le fait de rester dans son bien. C'est ça. Donc l'acquéreur ne profitant pas du bien, puisque le vendeur est dedans, il achète un bien avec une valeur amoindrie, et donc la base taxable de l'impôt est moins importante. D'accord, ok, très bien. D'accord. Au niveau des revenus fonciers. Alors au niveau des revenus fonciers, évidemment, le vendeur va percevoir des revenus complémentaires. Et donc il va rentrer dans son impôt sur le revenu. Alors, il y a plein de gens en France, plein de retraités en France qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, mais on va dire qu'on en paye. Donc on part sur cette base-là. En fait, ça va rajouter aussi à ces revenus imposables. L'avantage qu'il y a quand même, c'est que quand on vend de cette manière-là et les revenus qu'on en perçoit sont pareils, il y a un abattement, en fait, une réduction qui est faite sur ces revenus qui sont amoindris. Donc ça peut aller jusqu'à 70%. D'accord. C'est calculé en fonction de l'âge qu'on a quand on perçoit sa première rente viagère. En fonction de l'âge qu'on a, on a un forfait, Donc c'est calculé le jour de la vente. C'est pas calculé le jour de la vente, c'est calculé le jour de la première déclaration de la rente. Ah d'accord, le premier versement. Voilà, le premier versement qu'on touche, en fonction de l'âge qu'on a, et on a une défalcation qui peut aller jusqu'à 70%. On a un forfait qui est déduit. C'est hyper important, c'est-à-dire qu'en fait on va déclarer que 30% de son revenu foncier. qu'on perçoit. D'accord. Exactement. Donc on est taxé que sur 30% de ce qu'on perçoit. D'accord. C'est important. Oui, c'est important de le savoir. D'accord, ok. Et l'acquéreur, par contre, lui, ne va pas avoir d'avantage en fait à payer une rente viagère, puisqu'il n'a pas de revenu, il n'y a pas d'imposition en contrepartie, donc il n'y a pas de déduction non plus pour lui en contrepartie. D'accord, ok. Donc pour le revenu, lui, ça change. Il ne peut rien déduire. Oui. D'accord. Donc on a parlé de la fiscalité le jour de la vente, on a parlé de la fiscalité pour les revenus. En
termes d'impôts locaux, quelles sont les conséquences? Qui paye quoi? Alors, les impôts locaux, c'est simple, on devient propriétaire en tant qu'acquéreur, on paye la taxe foncière. Ok, La personne qui habite dedans, la taxe d'habitation, est toujours payée par le vendeur. d'accord. Après, il y a des charges qui sont, réparties entre le vendeur et l'acquéreur, notamment l'entretien Ok. et les gros travaux. Tout ça, c'est quelque chose qui se Moi, discute. Si ça se discute, exactement. Ouais, D'accord. d'accord. En général, le vendeur, c'est l'entretien, parce que de toute façon, il habite dedans. Donc, Oui. de fait, comme allocataire, il va avoir Bien les sûr, charges d'entretien à sa charge. D'accord. Après, on peut répartir les charges de copropriété, par exemple. Ouais. Voilà. D'une D'accord. tête à l'autre. En tout cas, il y a Ok. une partie qui peut être répartie entre les gens. En termes d'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, quel est l'impact? Alors, ça implique notamment pour l'acquéreur, donc ça, il va déclarer. Alors, les deux vont déclarer en fait le bien dans leur patrimoine. C'est juste que la valeur va changer. D'accord. En fait, Mais il y aura une répartition entre les deux? Alors, c'est pas une répartition entre les deux, mais en fait, c'est pareil, on a une valeur qui est amoindrie, puisque l'acquéreur ne jouit pas du bien, voilà, n'en perçoit pas des loyers par rapport à ça, donc son IFI va être amoindri, la valeur rentrée dedans va être amoindrie. Et par contre, le vendeur va avoir aussi à déclarer en fait une somme, notamment de la rente capitalisée par rapport à son IFI. Ok. Donc ça se calcule D'accord. en fait. Ok. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont particulières et qu'on fait au cas par cas. Donc là, il faut aller voir un conseil auprès de son notaire de préférence pour qu'il calcule en fonction de sa propre situation, de savoir voilà, comment est-ce qu'on déclare la valeur vénale du bien, est-ce que ça vaut le coup de le faire maintenant, est-ce qu'il faut attendre un petit peu, voilà, en fonction des autres patrimoines qu'on a. Ok. Voilà. Ça permet de faire un audit aussi de son patrimoine à ce moment-là, de voir ce qu'on peut enlever de son patrimoine, transmettre à ses enfants d'autres choses et de garder éventuellement celui-là pour être dans sa résidence principale voilà, et transmettre une résidence secondaire aux enfants. Donc on équilibre le patrimoine en fonction de l'impact que ça va avoir fiscalement. D'accord, ok. En résumé, c'est quand même un investissement qu'on connaît vraiment très mal. En tout cas, j'ai l'impression qu'on le connaît très mal. Merci de nous avoir apporté tous ces renseignements-là. Il y a énormément d'autres choses à dire, notamment la façon dont ça se déroule, les clauses particulières, parce qu'évidemment, il y a plein de choses à préciser. Il y a des clauses qu'il faut insérer pour vraiment sécuriser l'ensemble. Et là, pour le coup, il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je te propose, si tu le veux bien, qu'on fasse une deuxième vidéo là-dessus. Ça nous permettra de peut-être intéresser des personnes qui souhaitent en savoir beaucoup plus sur le viager et de s'arrêter là pour les personnes qui voulaient juste avoir une explication d'ensemble. Bien sûr, effectivement, il y a des clauses particulières à intégrer, ça devient un peu plus technique. Donc voilà, c'est pour ceux qui sont intéressés, avec plaisir. Ok, et bien alors je te dis à bientôt. À bientôt.